L'actualité de ce mercredi 26 juin, un conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Le gouvernement annonce la mise en place d'une commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Autre point fort, la mise à la disposition des jeunes d'une plateforme dénommée Impact Jeunes. Après la sensibilisation pour inviter les Abidjanais à maintenir la propreté sur les flancs du district autonome d'Abidjan, on est passé depuis ce matin à la répression. Elle a commencé dans la commune de Yopougon. Des contrevenants ont payé des amendes pour avoir pollué l'espace public. Et puis de nombreux anonymes ont improvisé une veillée dans la soirée d'hier à l'extérieur de l'hôpital où se trouve Nelson Mandela à Pretoria. Les Sud-Africains se préparent à la séparation ultime avec le héros de la lutte anti-apartheid. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Le gouvernement ivoirien annonce la mise en place d'une commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. C'est l'un des points forts du Conseil des ministres de ce matin au palais présidentiel. Autre centre d'intérêt, la mise à la disposition des jeunes d'une plateforme dénommée Impact Jeunes. À ce conseil, il a été aussi question des redevances versées à l'organe de gestion de la filière café-cacao. Viviane Haïm. Le Conseil des ministres de ce mercredi 26 juin a duré au plus 45 minutes en raison d'un ordre du jour assez court. Sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le Conseil a pris 2 décisions de grande portée pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. La première concerne la mise en place d'une commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a des textes qui existent, mais qui malheureusement crée un grand nombre de discussions, de conflits dans le secteur du sport en Côte d'Ivoire. Il convient donc de reformer tout cela avec un texte global plus clair et des dispositions qui vont être plus facilement comprises par tous les acteurs concernés par le sport en Côte d'Ivoire. La deuxième communication consiste à mettre à la disposition des jeunes une plateforme qui va être dénommée Impact Jeunes. C'est une page web qui va être créée avec un pendant mobile sur lequel donc les jeunes pourront aller s'inscrire, inscrire un projet, etc. ou mettre leur demande, par exemple, d'activité, d'emploi, demande de financement et tout le reste. Et sur la même plateforme, les partenaires de la jeunesse pourront également accéder. Et les partenaires, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être des ONG, ça peut être des bailleurs de fonds internationaux, etc., qui souhaitent aider la jeunesse et qui peuvent être approchés par un projet et décider de financer ce projet-là. Vous voyez. Et comme nous l'avons dit, l'autre pendant de l'aspect financement, ce sera le Fonds national de la jeunesse, donc qui lui dispose d'un peu de ressources et qui, le cas échéant, pourra décider d'accompagner tel ou tel projet qui pourra présenter un intérêt aussi bien pour les jeunes que pour les populations ivoiriennes. Le Conseil a en outre pris acte de la nomination par le gouvernement américain d'un nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. À jour J-6, les préparatifs de la visite d'État du président Ouattara dans le district des Savanes vont bon train. L'assurance a été donnée ce mercredi par le comité d'organisation réuni dans la journée. C'était dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Cette réunion est la 6e du genre. Elle a conclu que les travaux sur place dans le nord du pays sont quasiment terminés. Herman Niamia. 80% des travaux préparatoires de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes sont achevés. C'est ce qui ressort de la 6e réunion du comité d'organisation. Selon le directeur général de l'administration du territoire, Félicien Amani-Ipou, aucun secteur n'a été oublié. Dans le district des Savanes, les activités essentielles concernant les infrastructures, notamment l'entretien routier, la mise en état de l'hydraulique villageoise, sont des activités qui ont été suivies avec beaucoup de munitie et les résultats sont également satisfaisants à ce niveau-là. Au niveau des dispositions concernant l'hydraulique, le taux de remise en état de l'ensemble des pompes villageoises est à plus de 100%. Concernant également l'électricité, d'importants travaux sont en cours afin que les populations de la zone bénéficient de l'éclairage à la faveur de la visite du chef de l'État dans le district des Savanes. Au point de vue santé, la commission santé a pris également toutes les mesures pour faire face aux situations qui vont nécessiter bien sûr des interventions d'urgence. Au niveau de l'hébergement,
On peut retenir que près de 600 chambres ont été réquisitionnées et des affectations d'invités ont été faites. On a près de 1800 sites autres d'hébergement qui vont recevoir l'ensemble des populations et des groupes qui vont arriver dans le district de Savanes. Le comité d'organisation de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes invite les populations à se mobiliser afin de faire de cette visite un moment historique. Justement, on se rend sur place au nord, précisément à Boundiali, commune où cette visite du président Ouattara dans les prochains jours suscite beaucoup d'engouement au sein des populations. Deux villages précisément au cœur de la commune de Boundiali comptent bien rattraper leur état à l'issue de cette visite. Leur cri de cœur au micro de Jeanne Toubé. À la vérité, les femmes de Boundiali, les jeunes et l'ensemble des populations placent toute leur espérance en la nouvelle équipe municipale. Ils attendent de voir la matérialisation des promesses de campagne. Population citadine et rurale comme celle du village de Nondara, à 3 km de Boundiali, expriment la même attente. On demandera par exemple au maire de nous fournir de l'eau potable pour une population qui compte pratiquement 2000 habitants. Ici, vous avez 7 quartiers et je vous assure que la seule pompe que nous avons est programmée de sorte que chaque quartier a un jour pour aller puiser de l'eau. Et c'est comme ça que ça tourne depuis des années, des années. À quelques 200 mètres du village, voilà la station d'eau. À quelques 300 mètres du village, voilà qu'on appelle la porte de Seuil. Bon, nous-mêmes, on ne comprend plus rien. L'État ivoirien nous avait oublié, nous-mêmes, on ne sait pas. Si nous, on est ivoirien ou pas, on se demande. Même simple, nous, les sociétaires, ne peuvent pas venir dormir au village ici. Moi, je leur donne raison. Voici Tambogo Samagoso, autre village de la commune de Boundiali. Dans cette contrée accessible par voie bitumée, tout respire la misère et l'amertume. Et pourtant, ce village abrite le poste haute tension, l'alimentation de tout le département de Boundiali jusqu'à Kouto en électricité. Autre paradoxe, il est traversé par le fleuve Bagoué à partir duquel Boundiali est servi en eau potable. La question de l'eau et de l'électricité à Boundiali, des réalités drues et sèches sur lesquelles le maire est attendu. Réalités qui constituent également les préoccupations des populations qu'elles vont soumettre au président de la République lors de sa visite. Les défis qui se posent à nous, c'est des défis qui ne peuvent pas forcément trouver leur solution au niveau local. C'est des solutions qui ne peuvent pas être trouvées forcément au niveau national. J'ai la chance de voyager beaucoup. J'ai dit que c'est une chance pour notre population. On essaiera de mettre cela à profit pour apporter tout ce qui peut aider nos populations à sortir de la pauvreté. Le sentiment que donnent les populations à la veille de l'arrivée du président de la République dans la région de la Bagoué est celui d'attente trompée, chose compréhensible au regard de l'énormité des besoins dans cette région à tous les niveaux du développement. La Côte d'Ivoire, bon élève selon bien d'indicateurs dans le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des politiques et institutions des États africains. Notre pays passe de 2,9 en 2012 à 3,1 cette année. Ces 2 points supplémentaires vont permettre au pays de bénéficier de plus de fonds pour investir dans des secteurs comme l'administration publique, la santé ou encore l'éducation. Fatou Fofana. Résultat positif pour la Côte d'Ivoire. Le rapport d'évaluation des politiques et institutions des États africains de la Banque mondiale, CPIA, vient d'être officiellement présenté. La Côte d'Ivoire fait un bond de 2 points par rapport à l'an dernier. Et ceci peut se traduire et devrait se traduire par l'amélioration des services de santé, l'amélioration des services d'éducation, une meilleure sécurité, une protection sociale accrue. Plus un pays a de bons points, plus il bénéficie de fonds à 0% d'intérêt pour financer son développement. En Côte d'Ivoire, des progrès ont été faits dans plusieurs domaines, notamment l'égalité des genres et la gestion économique. Mais beaucoup reste encore à faire. 1. La question de l'inclusion sociale. 1. La question de l'accès aux finances. Renforcer l'égalité de genre. La sécurité sociale reste un agenda important. Vous avez des personnes vulnérables qui n'ont pas de protection sociale. Et pas seulement elles, mais c'est répandu donc en Côte d'Ivoire. Le CPIA est une évaluation annuelle réalisée dans les pays en voie de développement depuis 1980. Il couvre 16 grands indicateurs de développement portant sur 4 domaines.
la gestion économique, les réformes structurelles, les politiques d'intégration sociale et d'équité et la gestion du secteur public. Je vous le disais en titre, il y a d'abord eu une phase de sensibilisation pour inviter les Abidjanais à maintenir la propreté sur les flancs du district autonome d'Abidjan. Après la parole, on est passé à l'acte. La phase de répression de l'opération a débuté aujourd'hui dans la commune de Yopougon. Des contrevenants ont été interpellés. Ils ont dû payer des amendes pour avoir pollué l'espace public. Francis Boifon. Vous venez, quand vous allez payer votre amende là. Bien payer amende pourquoi? Après 10 minutes d'échange houleux entre cet agent de la brigade de la salubrité urbaine et cet ébéniste exerçant à Yopougon premier pont, Kamaté Lanzeni reconnaît les faits. Il lui est reproché d'avoir rendu insalubre l'espace vert en bordure de l'autoroute du Nord. 10 000 francs CFA, c'est l'amende payée par le contrevenant. Ça me fait mal, mais c'est à moi maintenant des choses comme on appelle des surveillants devant chez moi, ceux qui veulent verser les argent de les surveiller maintenant. Bon, ça m'apprendra en tout cas. Ou bien il paye l'amende sur place, nous faisons un reçu, ou bien il va payer au niveau de l'Agence nationale de la salubrité urbaine à la régie. Plus loin, c'est le tour de Dame Koné Hélène de recevoir sa contravention pour n'avoir pas maintenu son cadre de vie propre. Si cette femme est favorable à l'idée selon laquelle le pollueur doit payer, elle crie à l'injustice. Que la brigade de la salubrité prenne son temps pour mener ses enquêtes normalement pour voir ceux qui polluent. Parce qu'on ne peut pas venir trouver quelqu'un qui est en train de vendre à côté et qui va être en même temps le pollueur. Parce que lui, il cherche de l'argent, il vend de la nourriture. Et il a besoin de se débrouiller dans la vie, mais il ne va pas se permettre de salir son environnement qui lui donne à manger. La phase de répression de cette opération qui consiste à assainir les flancs du district d'Abidjan va durer plusieurs mois. Les amendes prévues sont comprises entre 10 000 et 50 000 francs CFA selon l'infraction. En bref et en images, le Laboratoire national de la santé publique de Côte d'Ivoire vient d'obtenir son accréditation ISO CEI 17025 version 2005, ce qui lui confère désormais le droit de réaliser des essais dans le domaine du contrôle des médicaments et produits de consommation, et ce à l'échelle internationale. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a visité les locaux du laboratoire pour se rendre compte de la qualité du service et des produits de consommation. J'en viens à la 4e édition du Forum sur l'eau et l'énergie dénommé Eurafrique qui se tient dans la capitale économique ivoirienne. La rencontre a pour but d'informer les entreprises européennes sur les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'eau, l'énergie et les énergies renouvelables en Afrique. Herman Niamia. Il faut un investissement de 645 milliards de francs CFA d'ici à 2015 à la Côte d'Ivoire pour atteindre les objectifs du millénaire en matière d'eau potable et environ 9 500 milliards de francs CFA sur la période 2012-2030 pour satisfaire la demande nationale et sous-régionale en énergie. Ces informations sont du ministre des Infrastructures économiques et de Noël Guetta, représentant le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, à l'ouverture de la 4e édition du Forum sur l'eau et l'énergie, dénommé Forum Eurafrique. Selon le ministre Patrick Hachi, malgré l'impact négatif des 10 années de crise sur les performances de ces secteurs, de nombreux efforts ont été faits pour soulager les populations. La 4e édition du Forum Eurafrique qui se tient à Abidjan est donc une occasion offerte aux entreprises européennes de saisir les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est aussi une opportunité pour les PME nationales de nouer des contacts gagnant-gagnant avec les entreprises européennes. Parce qu'il est prévu à ce forum des tables rondes, des rencontres B2B, des ateliers sur des thématiques précises sur le financement de l'énergie et de l'eau en Afrique. Pour cette 4e édition du Forum Eurafrique, l'accent est mis sur le développement des énergies renouvelables, toute chose qui devrait permettre à de nombreux pays d'Afrique, et plus particulièrement à la Côte d'Ivoire, de soutenir sa croissance économique. La gestion du code du tourisme, la classification des hôtels, les partenariats publics-privés, ce sont entre autres les éléments inscrits dans la matrice d'action prioritaire du ministère du Tourisme pour la relance du secteur. Un séminaire se tient d'ailleurs en ce moment à Abidjan pour l'application et le suivi de ces actions sur le terrain. Fatou Fofana. La relance du tourisme est à ce jour une priorité nationale. L'application effective de la matrice d'action du ministère du Tourisme va permettre à ce secteur fortement sinistré ces 10 dernières années de reprendre ses marques et de jouer un rôle significatif dans la relance économique du pays.
Des actions prioritaires recensées par le ministère du Tourisme sont déjà bien avancées en termes d'exécution, notamment la fusion de certains établissements de gestion touristique. Le ministre a invité les séminaristes à œuvrer pour créer une véritable révolution touristique en Côte d'Ivoire. Ce mercredi ont débuté à Dakar les 6e assises du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'AFERA, entendez l'Association des fonds d'entretien routier de l'Afrique, occasion pour les responsables du fonds d'entretien routier ivoirien de partager leur expérience en matière de décentralisation et de financement des routes rurales ou communales. Les explications du Garvé Blé. À Dakar, l'occasion est donnée à la Côte d'Ivoire de partager son expérience en matière de financement des études et des travaux d'entretien du réseau routier. À l'honneur aux 6e assises du groupe focal Afrique de l'Ouest, AFERA, le fonds d'entretien routier, structure ivoirienne. Le FER va à l'occasion communiquer sur sa contribution à la décentralisation et au financement des routes rurales ou communautaires. Une dizaine de pays constituent le groupe focal Afrique de l'Ouest. La rencontre de Dakar est pour eux un cadre d'échange et de partage d'expériences communautaires afin d'aboutir à des solutions d'ensemble durables pour le développement des infrastructures africaines. Au conclave de Dakar, la Côte d'Ivoire est représentée par le directeur général du Fonds d'entretien routier, Siandou Fofana. La rencontre qui s'achève ce 28 juin vise également l'harmonisation des politiques et des stratégies de financement de l'entretien routier en Afrique. Les examens de l'enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire ont débuté hier et ont pris fin aujourd'hui. Plus de 4000 élèves ont été évalués aux épreuves du CEPI, le BEPCI et le BAC-I dans plus de 518 centres répartis sur le territoire national. Quelques centres d'examen d'Abobo ont été visités par les membres de la Direction nationale de l'enseignement confessionnel islamique, Douad El Azer. 3 examens en 2 journées. Les élèves de l'enseignement confessionnel islamique des niveaux du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat islamique ont été soumis à l'évaluation de fin d'année académique 2012-2013. C'était pas difficile pour ce matin. On espère bien que les autres matières seront pareilles aussi. Cette année, c'était obligé de faire BPC. Mais comme le programme, c'est un peu trop pour moi, donc j'aimerais faire bac d'abord. Peut-être l'année prochaine, c'est BPC en français. Aucun incident n'a été enregistré dans l'organisation des examens, selon la délégation des responsables de la Direction nationale de l'enseignement confessionnel islamique en visite dans les centres d'examen des communes d'Abidjan. Nous avions promis en 2012, en cette même circonstance, que l'organisation des examens reviendrait à compter de cette année à la direction de l'enseignement confessionnel islamique. Nous devons nous réjouir de les voir organiser ensemble les examens de cette année. Nous voudrions renouveler notre sentiment de grande satisfaction. Le directeur national de l'enseignement islamique, Abdoulaye Bandé, les candidats doivent s'approprier les diplômes islamiques afin de garantir leur avenir. L'enfant peut ne pas passer les mêmes diplômes au même moment, à la même année. Mais autant l'enfant passe le bac arabe, autant également il a un niveau aussi en ce qui concerne le système officiel. Le fait d'avoir à côté du diplôme officiel qu'il a un diplôme religieux, cela constitue un plus pour lui dans sa vie. En 2012, pour soutenir l'éducation confessionnelle islamique en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien avait subventionné 22 établissements reconnus par la Direction nationale de l'enseignement confessionnel islamique. En bref, sachez que les épreuves écrites du baccalauréat 2013 ont débuté hier et se poursuivent jusqu'à vendredi prochain. Autre sujet dans l'actualité politique, la jeunesse du PDCI RDA, favorable à la candidature de Henri Konan Bédié à sa propre succession. Position prise hier par le secrétaire général de la JPDCI, Kamaraté Ibrahima, s'est prononcé sur la tenue du 12e congrès du PDCI RDA. Léon Bro. Les récentes déclarations du président de la JPDCI RDA au sujet du 12e congrès et notamment l'éventuelle candidature du président de ce parti à sa propre succession, évoquée par le secrétaire général et environ 30 membres sur les 60 du bureau exécutif national de la jeunesse du PDCI RDA. Kamagaté Ibrahima et ses camarades indiquent qu'à ce jour, Henri Konan Bédié n'a pas encore fait acte de candidature. Ils annoncent d'ailleurs des actions pour l'y contraindre, vu que le président sortant incarne encore le leader politique à même d'assurer l'avenir de leur parti. Nous voulons affirmer haut et fort
au président Henri Konan Bédié notre attachement et notre fidélité. La jeunesse du parti va dans les prochains jours entreprendre des actions de grandes envergures pour manifester sa loyauté et sa reconnaissance au président Henri Konan Bédié. Cette position est celle de la JPDCI RDA, précise Ibrahima Kamagaté, qui soutient que le président Kouadio Konan Bertin n'aborde pas la question du 12e congrès au nom de la jeunesse du PDCI RDA. Nous, membres du Bureau national coordonnateur, voulons affirmer haut et fort que nous ne nous reconnaissons pas dans les propos du président Kabila. Les positions qu'il prend n'ont jamais fait l'objet de discussions, encore moins de décisions en notre sein. Kouadio Konan Bertin est-il alors révoqué de ses fonctions de président de la JPDCI RDA? À cette question de la presse, le secrétaire général répond que le sort du président de la JPDCI pourrait être discuté dans les instances du PDCI RDA, dont le 12e congrès. Quel regard la société civile ivoirienne jette-t-elle sur le contrôle de l'action publique? Quel doit être son rôle dans ce contrôle justement? Autant de questions traitées à la faveur d'une séance de formation initiée au profit de cette société civile. Broléon. Une école doit être construite dans une certaine localité et les fonds sont dégagés pour la construction de cette école. Et sur des papiers, l'école est construite et en réalité l'école n'existe pas. Et les moyens qui ont été décaissés pour cette école, on ne retrouve pas ces moyens. Ce constat, lorsqu'il est fait, le citoyen a le droit de dénoncer les faits. C'est cela, exercer le contrôle citoyen de l'action publique. En d'autres termes, exercer le droit pour le citoyen de jeter un regard participatif sur le développement à travers son implication dans les actions entreprises par l'État et ses représentations. Ce concept, l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire et la Fondation Friedrich Ebert veulent amener tous les Ivoiriens à se l'approprier. Objectif, arriver à une Côte d'Ivoire de démocratie et de bonne gouvernance où chacun rend compte ou peut être mis en cause pour sa gestion de la chose publique. On ne peut plus continuer à être des électeurs qui élisent et qui ne demandent pas de comptes. On ne peut plus continuer à être des contributeurs qui paient l'impôt et qui ne savent pas ce qu'on fait de cette utilisation de ces impôts. Eh bien, nous devons agir au nom de la loi, au nom des futures générations, dans le respect des règles. Aux membres de la société civile ivoirienne participant au présent atelier, ont été enseignés les principes du contrôle de l'action publique, les outils pour l'exercice de ce contrôle et les voies de protection du citoyen. Le devoir d'information et de formation du citoyen sur les programmes de développement et le fonctionnement des institutions de l'État ont été également au menu. À l'étranger, de nombreux anonymes ont improvisé hier une veillée dans la soirée à l'extérieur de l'hôpital où se trouve Nelson Mandela à Pretoria. Si Mandela s'en va, ça ne sera pas seulement une perte pour sa famille ou pour l'Afrique du Sud, mais aussi une perte pour le monde entier, a assuré l'un des habitants venus soutenir l'ancien président, hospitalisé dans un état jugé critique par les médecins. Une réaction qui montre bien que les Sud-Africains se préparent à la séparation ultime d'avec le héros de la lutte anti-apartheid. Reportage. Sa petite fille dans les bras, elle prie pour Nelson Mandela. Quelque part dans une des chambres de cette clinique de Pretoria, Madiba vit ses derniers jours, ses dernières heures peut-être. On ne peut rien faire. Son sort est entre les mains de Jésus. Filmés par une armée de journalistes venus du monde entier, les anonymes se pressent devant la clinique. Des fleurs, un mot, une photo, quelques minutes de recueillement, leur dernier hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. Désormais, c'est toute l'Afrique du Sud qui se prépare à l'inexorable. Si Madiba n'est plus en mesure de profiter de la vie, s'il a besoin d'une assistance pour vivre et qu'il ne peut plus rien apprécier, alors je crois que Dieu doit prendre la décision d'abréger ses souffrances. Les visites se multiplient. Ce mercredi, ce sont les aînés de son clan qui devaient se rendre à son chevet. Une décision prise 24 heures plus tôt lors du conseil de famille qui s'est tenu à Kounou, le village où Nelson Mandela a passé les plus belles années de son enfance.
Aucun membre de la famille n'a voulu faire de commentaires, mais des rumeurs évoquent des dissensions sur le site retenu pour accueillir sa tombe, Kounou, ou son village natal, là où son petit-fils Mandela entretient un projet de mémorial. Les Sud-Africains, eux, souhaitent une seule chose, que Madiba parte paisiblement. Lui aussi se rendra au chevet de Nelson Mandela après-demain vendredi. Le président Barack Obama entame une tournée africaine. Ce soir même, il vient d'arriver à Dakar. On vient de l'apprendre. L'actualité ailleurs, toujours sur le continent noir, nous conduit à Kampala, aux Comores et au Mali. Le Mali, justement, où l'ONU a donné hier son feu vert pour le déploiement de 12 600 casques bleus dans le nord du pays. Tout d'abord, on se rend en Libye, où le Parlement a un nouveau président. Reportage. Au deuxième tour et avec 96 voix sur 184, Nouri Bouzamaïn a été élu président de l'Assemblée nationale libyenne. Pour la première fois, c'est un député indépendant de surcroît à Mazig, une communauté qui représente 10% de la population qui est élue à un tel poste. Il succède à Mohamed Megariev, poussé à la démission car collaborateur de l'ancien régime Kadhafi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné mardi son feu vert au déploiement à partir du 1er juillet des casques bleus au Mali. Forte d'un effectif de 12 600 hommes, la MINUSMA absorbera la force panafricaine et permettra le retrait d'une partie du contingent français. Cette force doit sécuriser les principales villes du Nord Mali et aider à l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Il aura fallu attendre 4 ans et plusieurs actions en justice pour obtenir un commencement d'explication sur le crash de l'Airbus de la Yéménia le 29 juin 2009 au large des Comores. Le rapport final de l'enquête présenté à Moroni a conclu à la responsabilité de l'équipage, mais le document n'a été donné ni aux familles ni à la presse. Une opacité qui a mis en colère les familles des victimes qui appellent à manifester vendredi à Paris. Le crash a fait 152 morts. Seule une adolescente âgée de 12 ans a survécu au drame. Un mini-sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est a réuni à Kampala les présidents Museveni d'Ouganda, Kagame du Rwanda et Kenyatta du Kenya. Les 3 hommes sont convenus de prolonger un pipeline déjà existant vers Kampala et Kigali et d'en créer un nouveau entre l'Ouganda, le Soudan du Sud et le Kenya, avec pour destination finale le port de Lamu. Les projets de carte d'identité régionale et de visa touristique commun ont également été envisagés. L'absence des autres pays de l'organisation n'a pas été justifiée. Et puis ce télégramme adressé par le président Alassane Ouattara, le premier à son excellence M. André Rajoelina, président de la République de Madagascar. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'en mon nom propre à mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins de vœux choisis de santé et de bonheur personnel pour votre excellence ainsi que ceux de concorde, de paix et de prospérité pour le peuple frère de Madagascar. Le deuxième est adressé à son excellence Monsieur Pranab Kumar Mukherjee, président de la République de l'Inde. Monsieur le Président, j'ai appris avec une grande consternation que des inondations survenues dans le nord de votre pays à la suite de fortes intempéries ont occasionné de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés et des glissements de terrain. En ces douloureuses circonstances, je voudrais vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel, exprimer au peuple ami de l'Inde ainsi qu'à votre excellence ma profonde compassion. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un mot de sport pour terminer avec la deuxième journée des qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15 de la zone C. Ce mercredi à Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire a étrillé l'île Maurice sur le score sans appel de 83 essais contre 3. Regardez. Et de 2 pour les éléphants de Côte d'Ivoire dans la compétition. L'île Maurice n'a pas fait mieux que la Zambie. 4 essais transformés, 1 non transformé et une pénalité, soit 36 points pour la première mi-temps. Jean-Maurice Oulouma, Anzian Toussaint, Salif Touré, Conan Kouadio lui, Diallo Paul achèvent un travail bien ficelé par toute l'équipe. L'île Maurice ne s'offrira que 3 points sur une pénalité avant la pause.
La reprise est rythmée par une course concluante de Yann Loré et s'est transformée par le spécialiste Jean Mo, 43-3. Et c'est au tour de Konaté Ibrahima d'apporter sa contribution avec un autre essai transformé par Conan Lui. Et puis cet incident, sur le point de signer un autre essai, Yoboué Marc est victime d'un choc à la cheville nécessitant son évacuation. La même balle est transformée en 7 points pour accompagner le Lion Marc. L'île Maurice prend de l'eau de partout et coule 83-3. La Côte d'Ivoire n'attend plus que le Maroc samedi prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Gouédan Mobio. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.